Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. En 2021, 3215 accidents du travail ont été recensés dans les Vosges, un chiffre qui diminue d'année en année. Mais cela illustre-t-il vraiment le fait que la santé au travail s'améliore ? Pas si sûr. La santé au travail, ce sera le thème du Festival international de sociologie qui se tiendra la semaine prochaine à Épinal. Et c'est ce dont nous allons parler au cours de cette émission. Avec vous, Catherine Spitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Ralentir pour vivre. Vous travaillez, vous sensibilisez, vous informez plus précisément sur le burn-out ou, en bon français, l'épuisement professionnel. Mais pas que professionnel, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Lionel Jacot, bonjour. Bonjour. Sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Nancy. De Lorraine. Lorraine, pardon. Vous êtes au département de sociologie de Nancy. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc Ruet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional CFDT en charge du travail. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Charles Crémer, bonjour. Bonjour. Le président de la Société d'émulation des Vosges, ex-chercheur à l'université de Lorraine également. Précisément, archéologue. Chercheur honoraire aujourd'hui. Honoraire. Allez, merci à tous les quatre de votre participation à cette émission, de votre venue sur ce plateau. Nous allons donc parler de la santé au travail. C'est le thème justement du prochain Festival international de sociologie. Charles Crémer, juste quelques mots. Donc ça se passera la semaine prochaine, du 14 au 19 octobre. Alors, je peux montrer déjà l'affiche qui est là, avec un flyer qui va arriver dans la semaine qui vient, les jours qui viennent. Oui. Énormément de choses, énormément de rendez-vous proposés à cette occasion. Donc, le thème au chevet du travail. D'ailleurs, je vous ai piqué le titre pour cette émission, si je peux me permettre. C'est la preuve qu'il est bon. C'était pas mal. Alors, comment vous l'avez abordé, cette thématique de la santé au travail pour cette nouvelle édition donc, du FISO, le Festival international de sociologie à Épinal, du 14 au 19 ? Comment il a été abordé? Alors moi, je renverrai directement vers mon collègue Lionel, qui est en fait le sociologue, je dirais, de l'équipe chargée de... Alors pourquoi ce thème déjà? Alors pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème véritablement d'actualité. Plus que d'actualité, c'est un thème qui puise son origine, je dirais, dans l'industrialisation du 19e siècle, avec toute une série d'accidents notoires, notamment des accidents de femmes et d'enfants dans nos régions et dans les manufactures. Voilà, et donc, comme vous l'avez dit, des accidents qui ont tendance à baisser régulièrement, en lien en particulier avec la législation qui elle-même réglemente et tente de réduire ces troubles. On va en parler dans le détail. Lionel Jacot, comment vous avez abordé cette thématique pour cette 5e édition du FISO, le Festival international de sociologie qui se passe à Épinal? Alors, lorsqu'on choisit effectivement les thèmes du Festival de sociologie, on le fait aussi en fonction effectivement des axes de notre laboratoire, le TETRAS, Territoire, Travail, Âge, Santé. Et un des axes porte sur les questions de travail, d'emploi, de protection sociale. Et il est vrai que ces 2-3 dernières décennies, il y a beaucoup de recherches sur la santé et les conditions de travail. Donc, on a proposé cette thématique-là en proposant aux communicants de réfléchir sur 3 axes. Un axe assez classique sur les conditions de travail et la santé au travail. Un axe plus sur les inégalités face à la santé au travail, inégalités de genre, inégalités effectivement d'âge, inégalités aussi en fonction des rapports de race, de région, etc. Et puis un dernier thème sur les acteurs de la santé au travail, puisqu'ils sont nombreux. Et donc ils peuvent être aussi en souffrance. Et donc il y a aussi toute une thématique et de nombreux ateliers dans le colloque scientifique qui portent sur les acteurs de la santé au travail. Allez, impossible de vous détailler le programme, mais ça se passe du 14 au 19 octobre, donc toute la semaine prochaine. Il y a la plupart des événements, c'est au centre des congrès, dans la salle de conférence. C'est gratuit, en accès libre. Alors, une centaine d'invités, de chercheurs, de sociologues, de philosophes, d'étudiants, bien sûr, et qui seront sur les différentes thématiques. C'est impossible de tout citer tellement il y a d'ateliers, mais il y a aussi des projections ciné, des séances de théâtre, une conférence gesticulée, ça c'est le jeudi au centre Lagrange. Bref, regardez en détail le programme, c'est vraiment super intéressant et très riche et gratuit à part les séances de projection au Ciné Palace. Jean-Luc Ruet, dans quel cadre général vous sentez cette
l'appréhension de cette thématique aujourd'hui. Vous êtes de la CFDT, plus précisément donc le délégué régional en charge du travail, donc de cette santé au travail. C'est de plus en plus prégnant. Charles Kremer a évoqué le fait que forcément, matériellement, les conditions s'améliorent, mais ça reste quand même toujours une problématique. 3215 accidents du travail en 2021 dans notre département, tout type d'accidents confondus, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, comment vous avez l'impression que les entreprises, la collectivité, les responsables politiques appréhendent la chose aujourd'hui, très globalement? Alors il y a eu un changement effectivement avec justement le rapport Lecoq qui a effectivement mis en place une vision des politiques par rapport à la question du travail et la question de la santé au travail, puisqu'il y a eu un accord interprofessionnel en décembre 2020 qui a été transformé dans la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail, pour lesquels il y a la question effectivement des acteurs, il y a la question de l'identification, de l'évaluation des risques, et puis il y a la question du maintien en emploi. Puisque lorsqu'on a un accident du travail ou une maladie professionnelle, il y a parfois effectivement des séquelles et des impossibilités ou des difficultés à reprendre soit son poste de travail, soit un travail. Et donc ces questions-là sont des questions qui sont effectivement de plus en plus prégnantes, parce que on a bien compris qu'avec la crise du Covid, les gens se posaient beaucoup de questions sur leur devenir au travail, sur leur volonté d'évoluer dans leur travail. Et puis, il y a eu beaucoup de modifications organisationnelles, notamment avec la question du télétravail, même si c'est qu'environ 30% des salariés qui peuvent télétravailler, hein, eh bien, ça a beaucoup bousculé les organisations. Et évidemment, ça a un impact sur notamment leur charge de travail, mais les interactions qu'ils ont aussi quand on travaille jamais seul, on est toujours en interaction avec d'autres travailleurs. Et donc il y a la question de la communication, la question des relations. Et lorsqu'on n'est pas physiquement dans le même endroit, eh bien ça perturbe. J'évoquais ça la semaine dernière avec un collègue. Et pendant longtemps, on disait qu'au café, beaucoup de choses se réglaient finalement après la réunion au café, et il y a beaucoup d'informations qui étaient échangées entre les travailleurs, les managers et autres, et que forcément quand on télétravaille, eh bien, on prend son café tout seul et qu'on n'est plus en interaction directe. Et donc ça a beaucoup modifié les relations au travail, les organisations au travail. En 2017, on avait fait Parlons Travail, une grande enquête de 200 000 réponses. Et effectivement, c'était une des premières enquêtes où on parlait des relations entre les travailleurs. Et c'était très intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est rarement analysé. Donc, par contre, sur la question, je terminerai juste sur la question des statistiques, plusieurs choses. La première, c'est qu'on est au XXIe siècle en France et qu'on est en incapacité d'avoir des statistiques de l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire les trois fonctions publiques, le régime général et le régime agricole, ce qui est quand même assez anormal. Et puis, on a quand même des statistiques où on sait qu'il y a une sous-déclaration importante. Le dernier rapport pour le régime général est sorti au mois de juillet et est assez éloquent. Je vous invite à taper, si vous tapez L176.2 du Code de la Sécurité sociale, rapport, c'est tous les 3 ans. Avec un chiffre Et donc, grosso modo, il y a un accident du travail sur 2 qui est déclaré, quoi. Donc il y a autour des 1,2 million de déclarations en moyenne au régime général. Et il y a autour des 750, 800 000 reconnaissances. N'est pas représenté sur ce plateau, je me permets de le préciser, ni les entreprises, ni la médecine du travail. Hélas, nous n'avons que 4 places, mais évidemment, ils auraient eu toute leur place autour de ce plateau. Je vous propose de parler dans le détail un petit peu, on va rentrer pénibilité, surmenage, prévention, vous avez commencé à en parler, Jean-Luc Ruet, et enfin on fera un petit focus précisément sur le secteur de la santé, puisqu'il est évoqué, vous l'avez évoqué, la crise du Covid a un petit peu bouleversé les choses et a mis en exergue des difficultés vraiment, pour le coup, palpables dans le secteur de la santé. Allez, pénibilité, Jean-Luc Jacot, comment vous avez abordé, quel regard vous avez de sociologue sur la pénibilité aujourd'hui dans le monde du travail? Qui dit pénibilité dit aussi, on en entend beaucoup parler bien sûr avec la réforme des retraites. Comment vous avez le sentiment qu'elle est prise en compte?
Alors, les sociologues du travail se sont déjà beaucoup intéressés après la Seconde Guerre mondiale, puisque la sociologie du travail est une discipline assez récente. Friedman et Naville, qui sont les fondateurs, l'ont constituée après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, se sont beaucoup intéressés à la pénibilité physique. La pénibilité physique existe toujours. Hein. On regarde les chiffres qui concernent par exemple les troubles musculo-squelettiques, montrent qu'il y a toujours une pénibilité physique. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aussi beaucoup à la pénibilité mentale. Alors ce qu'on appelle, ça a été cité, hein, les risques psychosociaux. Alors les risques psychosociaux, c'est une catégorie intéressante, mais c'est un mot un peu valise, parce que ça regroupe aussi bien, on va en parler, le burn-out, l'épuisement professionnel, que les troubles musculo-squelettiques, comme je l'ai dit, que le stress, qui est un déséquilibre entre les moyens qui sont alloués aux salariés et puis les objectifs qu'ils doivent atteindre pour voilà, répondre à leurs objectifs. Et donc, voilà, c'est un mot valise, mais qui regroupe beaucoup de phénomènes. Le problème, c'est que ça regroupe à la fois les facteurs et les symptômes. Donc, l'objectif du FISO, c'est aussi d'éclairer effectivement l'émergence de ces nouveaux risques psychosociaux. Et donc, quand on regarde les typologies, voilà, que ce soit effectivement du ministère du Travail ou de l'INRS ou de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, on pourrait dire qu'il y a différents types de risques ou différents types de tensions. Il y a les tensions liées aux contraintes de travail, il y a les tensions liées aux exigences que les salariés mettent à leur activité de travail, et ça peut donner lieu à des conflits éthiques, c'est-à-dire qu'on veut effectivement rendre un bon service, faire un bon travail, on a le sentiment de ne pas avoir les moyens pour répondre effectivement à ce bon travail-là. Et puis il y a les risques aussi qui sont liés aux relations interpersonnelles, et puis enfin les risques liés au changement, au vécu du changement. Il y a sur, j'allais dire, le highlight des risques psychosociaux, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, c'est évidemment le burn-out, l'épuisement professionnel. Un mot également un petit peu valise, hein, Catherine Spitz, j'imagine que vous avez cette lecture du mot burn-out, de l'épuisement professionnel. Aujourd'hui, quelle appréhension dans le monde professionnel de cet épuisement professionnel, et puis, de façon un peu moindre, peut-être de la gestion de la charge mentale. C'est un mot dont on entend de plus en plus parler dans le monde professionnel, dans le monde privé aussi, mais restons sur le professionnel. En restant sur le professionnel, effectivement, c'est avant tout une maladie qui n'est pas reconnue déjà, et puis c'est une pression chronique sur le long terme. Donc ça, je pense que c'est un résumé médical qu'on peut avoir, c'est une pression chronique sur le long terme. Entre autres, en tant qu'association, nous affirmons maintenant, nous prenons les responsabilités de ce que nous affirmons. Pour nous, c'est une pathologie de civilisation qui est en rapport avec les travers de l'organisation sociale actuelle. Clairement. Qui, à savoir, le culte de la performance, être le meilleur des meilleurs, je ne sais plus quel était ce film il y a 30 ans en arrière, mais le meilleur des meilleurs, voilà, c'est ça. Le culte de l'urgence, faites-moi pour hier ce que je vous ai demandé pour demain, par exemple. La concurrence exacerbée, on monte l'escalier, on fait un croche-pied au voisin pour arriver avant lui. Et puis la manie d'évaluation, comme je le dis souvent durant les émissions radio que nous faisons, c'est la paire de draps que vous avez achetée hier, est-elle douce? La couleur vous convient-elle? Eh bien, on a mis la même, je dirais, structure sur l'être humain, seulement là, ça devient malsain. On n'évalue pas un être humain. L'être humain, il peut avoir son auto-évaluation. Mais à partir du moment où c'est une pression de l'extérieur, donc ces 4 facteurs sont des pressions qui donnent, je dirais, un stress chronique. Puisque le stress normal est entendable, mais le stress chronique sur le long terme. Alors, par rapport à ça, le burn-out est quand même quelque chose, quand il s'agit de professionnels, qui n'est pas une maladie en soi, qui est plutôt un traumatisme subi, qui met à mal, et là je vous recommande le petit film de l'INRS, le mécanisme du stress au travail, qui se trouve sur notre site ralentirpourvivre.org sous l'onglet Activités, qui dure 2 minutes 22, donc vous pouvez y consacrer un temps minime, et qui vous expliquera que, et je rejoindrai ce que vous avez dit tout à l'heure, qui vous expliquera que les troubles musculo-squelettiques font partie
des symptômes du burn-out, puisque la consommation d'adrénaline, qui est très courte, 30 secondes, l'adrénaline, c'est... Mais après, elle est suivie du gros lourd, le gros camion, le cortisol, qui lui use les articulations, use tout ce qui est cardiaque, use tout ce qui est rénal, puisque l'adrénaline est développée par les glandes surrénales. Donc il y a des maladies qui sortent, mais qui ne sont pas en rapport avec le burn-out en soi, si ce n'est qui fait descendre les défenses immunitaires, mais qui est en rapport avec chaque individu. Je donne un exemple. Quelqu'un est plus fragile du côté cardiaque, quelqu'un d'autre du côté rénal, quelqu'un d'autre du côté des articulations. Enfin bref, chacun développe une maladie en fonction de lui. C'est pas une maladie en soi, mais c'est une pression chronique sur le long terme. Jean-Luc Ruet, pour ce qui est de cette charge mentale et de cette gestion du stress qui, évidemment, poussée à des extrêmes, peut engendrer ce type de risques psychosociaux. Quel regard vous avez-vous, organisation syndicale, donc auprès, évidemment, alors des autorités, mais aussi des chefs d'entreprise, sur comment améliorer un peu mieux les choses? L'année dernière, en parallèle des manifestations pour les retraites, enfin en tout cas pour maintenir l'âge à 62 ans, il y avait également des conférences qui ont eu lieu sur les assises du travail. Et à la fin des assises du travail, les partenaires sociaux ont proposé un 10e axe de prévention dans l'article L4121 du Code du travail, qui était écouter les travailleurs. Et donc la question du travail, c'est aussi à savoir, pardon, juste cette écoute des travailleurs, aujourd'hui, elle n'est pas écrite noir sur blanc dans les protocoles? Alors non, pas du tout. Non. Culturellement, la France, elle n'est pas très spécialisée dans le dialogue social et dans l'écoute des opérationnels. C'est une des difficultés qu'on a, puisque... Par rapport à quel autre pays? C'est une question très globale. Les Allemands à côté, par exemple, ont une attention beaucoup plus forte, parce qu'en plus, les parcours dans les formations professionnelles, souvent, ils commencent par le bas et ils montent l'échelle dans les entreprises, alors que nous, en France, on a une vision plutôt diplômante. Et donc, quand on est opérationnel et qu'on n'a pas forcément fait de grandes études, eh bien, on est sur un système descendant. Et donc, il y en a qui décident et qui ordonnent, et puis les autres, ils exécutent. Ce que vous appelez de vos voeux, donc, entre autres, c'est une chaîne de décision, une chaîne de concertation, enfin, justement, que ce soit moins vertical, mais plus horizontal? C'est surtout qu'il y ait des espaces pour que les travailleurs puissent parler de leur travail et que les problématiques qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail puissent être remontées aux directions et aux organisations syndicales afin qu'il y ait des solutions qui puissent être trouvées. Et donc aujourd'hui, c'est des éléments qui n'existent pas. Nous, on avait mené, il y a un peu plus de 2 ans, justement, une étude sur cette question de l'écoute des travailleurs et ce qu'on appelle les espaces de discussion. C'est un des items des lois Auroux à l'époque, au début des années 80. Dans les lois Auroux, il y avait une possibilité d'un dispositif pour pouvoir justement écouter les travailleurs qui a finalement en France, vous voyez, très rarement été mis en place. Et qui permettrait justement d'améliorer le travail, les conditions de travail, mais souvent aussi la performance, puisque dans les difficultés qui peuvent engendrer justement des accidents du travail ou des maladies professionnelles, souvent en amont, il y a des problématiques de qualité et autres, ou des délais, des retards, et que quand c'est pas traité et c'est pas réglé, eh bien, en général, ça finit par des accidents ou des maladies professionnelles. Lionel Jacot, on est sur l'implication du travailleur dans son activité professionnelle. Votre analyse là-dessus, est-ce que effectivement vous avez le sentiment que oui, effectivement, donner donc plus de responsabilité peut-être à chaque élément de l'activité professionnelle engendrerait des risques moindres? Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a eu, avec cette nouvelle catégorie des risques psychosociaux, toute une campagne pour effectivement prévenir les risques psychosociaux. Alors, sauf que c'est constitué un marché du risque psychosocial, et dans ce marché du risque psychosocial, on trouve à boire et à manger.
Donc nous, en tant que sociologues, parfois on intervient effectivement dans les entreprises, dans les administrations, pour faire un diagnostic sur les risques psychosociaux. Et je rejoins le collègue de la CFDT, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'avoir des espaces pour converser, controverser sur la qualité de vie au travail, sur la qualité du travail, sur le sens du travail. Et ces espaces n'existent pas forcément. Et moi, en tant que sociologue, je peux effectivement intervenir pour faire un diagnostic, mais par la suite, effectivement, il faut que le dialogue puisse se poursuivre au sein de l'entreprise pour effectivement dialoguer sur ce que c'est que faire un bon travail. Et je pense que si on ne donne pas effectivement la parole aux travailleurs, aux travailleuses, on risque effectivement de se tromper sur ce qui fait le travail, ce qui fait le sens du travail. Et aujourd'hui, vous estimez que ça fait défaut dans les organisations, dans les entreprises ? Disons que ce qu'on observe, nous, en tant que sociologues, c'est qu'il y a une vraie question sur le sens du travail. Et que ce soit effectivement dans les entreprises privées, ou même si on prend la fonction publique, vous les citiez, les 3 fonctions publiques. Voilà, si on parle des soignants, si on parle de la fonction publique d'État, on voit bien que ce que nous renvoie la plupart des salariés, c'est une perte de sens du travail. Les soignants après le Covid, par exemple, ou les enseignants qui n'arrivent pas à bien enseigner. Et souvent, le constat qui est fait, c'est que mal faire son travail entraîne un mal-être. Alors c'est ce que le psychologue Yves Clos appelle la qualité empêchée, mais la qualité empêchée est effectivement source de nombreux risques psychosociaux. Charles Kramer, la santé, on l'a dit en introduction, elle prend une part importante dans cette édition du FISO. On est en 2024, le Covid c'était en 2020, 2021, encore un petit peu en 2022 avec des conséquences. Dans le monde de la santé, ça a été un bouleversement et c'est pas toujours réglé, c'est toujours pas réglé. Je dirais, on a encore de gros problèmes évidemment d'effectifs, donc d'organisation, alors qu'en 2020, on a vu l'importance évidemment de ce secteur d'activité. Quel regard vous avez dessus ? Alors la santé, effectivement, c'est un thème qui va être développé en particulier tout au long des 3 jours du colloque, et avec une focalisation spécifique sur la Covid. Le samedi matin, à l'occasion d'une table ronde, qui... Le week-end, donc grand public, avec autant de monde que possible. Oui. Alors, naturellement ouvert au plus grand nombre, pas seulement aux chercheurs et pas seulement, je dirais, aux professionnels que vous êtes, mesdames et messieurs. Et donc, sera donc l'occasion effectivement d'aborder cette question de la santé au travail, ou plutôt du travail de la santé. Avec un certain nombre d'intervenants, et en particulier Marie-Hélène Schumacher, qui est médecin au centre hospitalier Émile Durkheim et qui a eu en charge ce problème d'organiser ses équipes de façon à ce que le travail se fasse au mieux dans une période de crise, et d'une crise où, on l'a dit tout à l'heure, le personnel était défaillant par les problématiques liées à la Covid elle-même, mais aussi par le manque de personnel. Et un manque de personnel qui est toujours criant. Jean-Luc Ruet, par rapport à ce secteur spécifique de la santé. Alors, mais plus largement, c'est effectivement quand on est dans des sous-effectifs chroniques ou des difficultés et des modifications qui sont chroniques, eh bien, on a un écart qui est énorme entre le prescrit et donc les organisations qui étaient prévues et la réalité du quotidien. Et donc, sauf que les travailleurs, ils sont entre les deux là et ils doivent se dépatouiller à tous les niveaux d'ailleurs. Et donc, la question, c'est effectivement comment l'expert du travail, c'est le travailleur. Donc, comment, à tous les niveaux, on arrive finalement à atteindre les objectifs et à faire l'objet du travail. Et donc, pourquoi on est là ? Et donc, effectivement, la question de pouvoir bien faire son travail, ou la question des priorisations, la question des définitions des secteurs, etc., ça doit être débattu et ça doit être connu aussi des travailleurs, parce que c'est parfois aussi une source de stress,
de ne pas savoir finalement quelles sont les priorités à l'instant T et comment est organisé pour savoir si on peut appeler des collègues ou des interlocuteurs pour donner et prendre la décision. Dans le monde hospitalier, médical, ce n'est pas qu'une question de moyens. On sait que l'hôpital public est en manque de moyens, mais il y a aussi une organisation de la santé sur les territoires, entre les relations entre le privé, le public, les relations entre les médecins de ville, l'hôpital, etc. C'est aussi une question d'organisation. Oui, alors le problème du secteur de la santé, c'est que, si vous voulez, il y a des changements ministériels qui sont énormes. Ils ont changé, je ne sais plus, 4-6 fois sur les dernières années de ministre de la Santé. Et donc, pour pouvoir mener un travail de fond, il faut quand même avoir des équipes et une volonté qui ne bouge pas tous les 3 mois avec de nouvelles priorités. Et donc, le message est passé. Pardon, on arrive déjà au terme de cette émission. On aurait encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais voilà, je réitère, toutes ces thématiques seront abordées notamment dans le cadre du FISO, le Festival international de sociologie, qui se passe donc la semaine prochaine, du 14 au 19. Tout le programme, vous le retrouvez sur les réseaux très facilement. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, ouvertes au grand public, pas que aux spécialistes, ça intéresse vraiment tout le monde. Et Catherine Spitz, je ne vous ai pas oublié, je précise que vous êtes en direct une fois tous les 15 jours, le mardi, de 12h à 13h sur Radio Gemozo, Saint-Étienne-Lire-Miremont, qu'on peut avoir via Internet. Parce que notre postulat principal au sein de l'association, c'est de parler, de faire parler et d'enlever ce côté coupable à des gens qui ont été victimes de ce phénomène. Donc c'est extrêmement important, c'est un effet cathartique qui est quand même extrêmement puissant. Et pour nous, c'est faire parler pour avoir un effet libérateur. Et voilà. Le message est passé, petit coup, à nos confrères de la radio Gemozo. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci. Tout rapidement. Oui, on est dans Octobre Rose et la CFDT mène une grande enquête, notamment d'ailleurs dans les établissements publics, puisque le cancer du sein peut être lié aussi à une surexposition à certains facteurs de risque, comme les rayonnements ionisants, certains produits chimiques, ou le travail de nuit et, hélas, dans les entreprises ou dans les études de santé publique, on n'en parle jamais et c'est plus que dommage parce que les actions qu'on mène avec ces femmes et donc on les accompagne dans des déclarations de maladies professionnelles, eh bien on s'aperçoit que la prévention est très faiblement, en tout cas portée et présentée aux travailleuses. Vous en avez parlé et voilà. On aura certainement l'occasion d'y revenir peut-être sur le terrain. Je peux juste rajouter que dans Facebook, nous avons une page dans laquelle vous pouvez voir notre émission qui est en direct de midi à 13h sur Radio Gemozo. Merci. Tout bien. Allez, merci beaucoup Catherine Spitz. Merci à tous les cas de participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.